Dimanche 4. Le temps était devenu mieux. L'empereur demandait sa calèche et a marché fort loin jusqu'à ce qu'elle vint le joindre. Nous avons fait du tour. On parlait des bals masqués. L'empereur les aimait particulièrement et on demandait souvent. Il y était toujours sûr d'un certain rendez-vous qui ne lui manquait jamais. Il se trouvait, disait-il, entrepris chaque année par une même masque qui lui rappelait d'anciennes intimités et le sollicitait avec ardeur de vouloir bien le recevoir et l'admettre à sa cour. C'était une femme très aimable, très bonne et très belle, à qui beaucoup devaient certainement beaucoup. L'empereur, qui ne laissait pas que de l'affectionner, lui répondait toujours: Je ne nie pas que vous soyez charmante, mais voyez un peu quelle est votre demande. Jugez-la vous-même et prononcez. Vous avez 2 ou 3 maris et des enfants de toute la monde. On tiendrait à bonheur sans doute d'avoir été complice de la première faute. On se fâcherait de la seconde, on la pardonnerait peut-être, mais ensuite, et puis, à présent, soyez l'empereur et jugez, que feriez-vous à ma place, moi qui suis tenu à faire naître un certain décorum? Alors, la belle, susciteuse, gardait le silence ou lui disait: Du moins, ne m'ôtez pas l'espérance et renvoyez à l'année suivante à être plus heureuse. Et chacun de nous deux, disait l'empereur, était à ce nouveau rendez-vous. Assez bas, l'empereur aimait fort surtout à se faire insulter, disait-il, et le cherchait un jour chez Cavessel. Il rit beaucoup de s'entendre dire par une madame de Sainte qui prétend que sa nature portait d'ailleurs facilement à l'aigreur, qu'il y avait des gens au bal qu'il faudrait mettre à la porte et qu'ils n'avaient pu entrer sans doute qu'avec des billets au lait. Une autre fois, il avait porté la douce et timide madame de Mérigny à se lever et s'éloigner avec colère et les larmes aux yeux, disant qu'un abus assurément vis-à-vis d'elle de la liberté qui donnait une pâle masquée. L'empereur venait de lui rappeler une faveur très remarquable qu'il lui avait accordée jadis en ajoutant que personne ne doutait qu'elle ne l'eût payé par le droit du Seigneur. Oh, il n'y avait que moi, disait l'empereur, qui peut le lui dire, sans insulter, parce que cela se disait, il est vrai, mais que j'étais bien sûr qu'il n'en était rien. Voici l'histoire. L'empereur, ayant se faire couronner à Milan, coucha à Troyes. On lui présenta les autorités et parmi elles une jeune pétitionnaire à la vieille de se marier et qui venait susciter de lui une faveur de fortune. Oh, comme l'empereur désirait, disait-il, faire quelque chose qui fût avec éclat, agréable au pays, la circonstance lui parut favorable, et il la saisit avec toute la grâce imaginable. La jeune personne, c'était Madame de Mérigny, appartenait aux premières familles de la province, mais tout à fait réunie par l'émigration, à peine était-il de retour au logis misérable de ses parents, qu'un page y entrait avec fracas, apportant le décret de l'empereur qui leur rendait 30 000 francs de rente au plus. On juge du bruit et de l'effet d'un tel événement. Toutefois, comme rien n'était plus charmant,
plus complètement jolie, disait l'empereur, que la jeune susciteuse. On voulait que ses traits ou son étaient peu quelque chose dans sa galanterie, bien qu'il eût quitté la ville quelques heures après et qu'il n'y eût plus songé. C'était égal. On sait comme se font les histoires, et comme elle épousa un de ses écuyers, qu'elle vint conséquemment à la cour, on avait mêlé tout cela comme des coutumes, si bien que nommé depuis son gouvernante du roi de Rome, les choix scandalisa au moment. Le sévère Madame de Montesquieu qui criait, disait l'empereur. Denis voit qu'un arrangement. L'empereur dit qu'il renouvela à Turin la galanterie gracieuse de Troie, dont la personne de Madame de Lascaris et dont les deux endroits du reste il croit avoir à saluer de sa libéralité et d'en avoir recueilli les fruits. Les deux familles se sont montrées attachées et reconnaissantes et se demandaient à ce sujet quel auront pu être le sentiment du piment à son égard. Il avait une affection particulière, disait-il, pour cette province. Monsieur de Saint-Marsin, qui croyait lui avoir été fidèle jusqu'à la fin, l'avait assuré. Au moment de nos désastres, disait-il, que ce pays se montrerait une de ses meilleures provinces. Au fait, continuait l'empereur, les Piemontaises n'aimaient point à être un petit État. Le roi était un vrai seigneur féodal qui faillit que disait au craindre. Il avait plus de pouvoir, plus d'autorité que moi, qui empereur des Français n'était que magistrat suprême, faisant marcher la loi et ne pouvant en dispenser. Aurais-je pu empêcher un courtisan d'être poursuivi pour cette dette? Aurais-je pu arrêter l'action des lois sur qui que ce fut?